Bonjour, toujours dans le cadre de la préparation à l'examen national, aujourd'hui nous allons présenter la question de synthèse. Lors de l'examen national, vous avez normalement un dossier dédié à la question de synthèse. Il est composé d'un ensemble de documents sur un thème précis ou un problème précis que vous allez exploiter pour répondre à une question qui accompagne le dossier. La réponse à cette question doit contenir des arguments et des exemples que vous pouvez relever des documents, mais vous pouvez exploiter également vos connaissances personnelles. La synthèse argumentée doit normalement contenir une introduction, un développement et une conclusion. Je répète que vous devez mettre en jeu à la fois vos connaissances que vous avez acquises tout au long de l'année et vos capacités à utiliser les documents et à les analyser, à les exploiter. Pour rédiger notre question de synthèse, des conditions de forme s'imposent. On doit rédiger un texte composé d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Pour l'introduction, elle doit impérativement contenir 4 parties. Tout d'abord, une phrase qui introduit le sujet et qui doit attirer l'attention du lecteur. Généralement, cette phrase, on la relève du libellé du sujet et on essaye de la reformuler et de l'illustrer avec des chiffres si possible. Par la suite, on va définir les termes clés du sujet, donc juste les termes clés. Pour présenter après le problème qui se pose et qu'on doit résoudre dans le développement, généralement, la problématique, elle est rédigée sous forme de questions. La dernière partie de l'introduction consiste à rédiger un plan qu'on va développer par la suite. Ça peut être un plan sous forme de cause, conséquences, problème, solution ou avantage, inconvénient. Donc ça dépend du sujet qu'on va traiter. Si on a rédigé la problématique sous forme de question, on peut présenter le plan via la phrase suivante. Donc on va dire, pour répondre à cette question, on va présenter tout d'abord et ensuite la première partie qu'on va aborder, puis ensuite la deuxième partie qu'on va détailler. Vient la phase la plus importante qui est le développement. On doit tout d'abord rédiger un titre pour chaque partie qu'on va aborder et développer dans chaque partie des arguments illustrés par des exemples des documents. Il ne faut pas oublier de rédiger à la fin de chaque partie du développement une phrase pour assurer la transition vers la partie suivante. Et ceci pour éviter les sauts secs entre les différentes parties. Enfin, vient la conclusion. Généralement, elle commence par l'expression pour conclure. Donc, pour marquer la fin du développement et le début de la conclusion. Cette expression doit être suivie par un petit récapitulatif de ce qu'on a traité dans le développement, suivi d'un jugement ou d'une ouverture. Donc un jugement, c'est par exemple lorsque on a donné des solutions à un problème dans le développement, on peut dire par exemple si ces mesures elles sont suffisantes ou insuffisantes. Donc l'ouverture, ça veut dire qu'on va poser une question ou rédiger une phrase qui va nous faire penser à un autre problème qui peut être lié au problème qu'on a cité dans notre développement. Après avoir présenté les conditions de forme, on va maintenant présenter les étapes de travail qu'on va suivre avant de passer à la rédaction proprement dite de la synthèse. Dès qu'on découvre notre dossier et son thème, on doit lire et relire attentivement le sujet pour comprendre ce qui est demandé. Parfois, le plan à suivre pour le développement est clairement suggéré. Parfois, non. Donc, on doit lire les documents pour voir comment on peut les exploiter pour répondre à la question. Il faut noter que la synthèse, ce n'est pas une récitation du cours. Il faut choisir les éléments de connaissance qui vont répondre de manière pertinente au sujet et utiliser de manière rationnelle les informations des documents. Il faut éviter de tomber dans le piège du hors-sujet. Après avoir lu et compris le sujet, on va maintenant passer au brouillon. Dans ce brouillon, on va normalement réfléchir aux informations principales qui vont permettre de répondre à la synthèse. Ces informations, on peut les repérer dans les documents qui composent notre dossier et on peut également
les tirer de nos connaissances, les connaissances du cours. On peut donc, dans le brouillon, classer les informations en deux colonnes, ce que je sais et ce que dit le document. Et par la suite, on va trouver les relations entre les différentes informations. Toujours dans le brouillon, on va maintenant réfléchir à un plan précis pour notre synthèse. Ce plan, il peut être de 2 parties, mais il peut également être de 3 parties. Parfois, ce plan, il est suggéré de manière très claire dans l'intitulé du sujet. S'il ne l'est pas suggéré, donc on peut lire les documents pour nous aider un peu à réfléchir à un plan. Toujours dans le brouillon, maintenant on va commencer la phase de rédaction. On va tout d'abord rédiger l'introduction, qui doit, comme je l'ai dit, être composée de 4 parties. Premièrement, l'accroche, qui reprend les mots importants du sujet avec une illustration si possible. Par la suite, on va définir les mots-clés. Troisièmement, on va présenter la problématique, généralement sous forme de questions ou de plusieurs questions, pour enfin annoncer le plan, généralement avec la phrase suivante. Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier lieu présenter ça et ça, puis dans un deuxième lieu, nous allons traiter donc d'autres éléments. Nous devons également passer à la conclusion et avant même le développement. Pourquoi? Parce que la conclusion, généralement, on la bâcle, on la laisse vers la fin. Parfois, on la rédige même pas si on n'a plus le temps. Donc, cette conclusion, elle doit répondre rapidement à la question posée. On va faire un petit résumé de ce qu'on a dit dans le développement. Donc, un petit résumé. Donc, on va pas reprendre tout ce qu'on a dit dans le développement. On peut par la suite faire un prolongement vers un autre sujet, donc une ouverture. On peut également faire un jugement, mais on va généralement éviter de donner un avis personnel pur. Donc tout doit être détaillé ou étayé par des arguments solides. Passons maintenant à la dernière phase, l'ultime phase, qui est la rédaction du développement. Donc, il faut respecter scrupuleusement les consignes suivantes. Il faut tout d'abord écrire les titres des parties, c'est impératif. C'est pas comme en expression écrite en français où la différence entre introduction, développement et conclusion se fait juste en faisant un saut d'une ligne à une autre et en laissant l'alinéa. Non, le développement de la question de synthèse ou de la synthèse en économie générale, normalement, elle doit être accompagnée de titres rédigés pour chaque partie et pour chaque sous-partie si ça existe. Donc, après l'introduction, on passe à la ligne. Après la conclusion également, et avant la conclusion également, pardon. Et avant de passer à chaque sous-partie. Si on a pris donc une phrase d'un document, on va généralement l'accompagner de guillemets. Donc, il faut éviter à tout prix de recopier des passages de 3 lignes, de 4 lignes, de 5 lignes des documents. Non, il faut les reformuler pour montrer au correcteur que vous avez compris le sens de ces documents. Il faut par la suite s'obliger à rédiger entièrement des phrases, donc ne pas écrire juste des tirés. Ces phrases, elles peuvent être courtes et reliées avec des connecteurs logiques comme à cause de, parce que, ainsi, par la suite, d'accord? Donc peu importe la longueur de la phrase doit être claire. On doit être concis, on doit être précis. Il faut éviter également l'utilisation des abréviations, de tout ce qui est flèche et de ce qui est tiré. Par la suite, à la fin, on doit relire notre travail pour vérifier la cohérence de ce qu'on a écrit et pour éventuellement corriger les fautes d'orthographe et de grammaire si ça existe. Voilà. Maintenant, on va passer à un exemple pratique, qui est l'examen 2013, deuxième session. Je vous ai montré ici les documents que vous pouvez exploiter dans le dossier 1, à savoir le document 2 et 3. Vous pouvez télécharger
l'examen en entier sur Internet, d'accord, pour pouvoir faire l'exercice. Voilà pour le dossier 2. Donc, vous allez exploiter les documents 7 et les documents 8. Donc, normalement, dans la question de synthèse de l'examen 2013, ils leur ont demandé seulement d'utiliser les éléments du dossier 2. Mais, normalement, on peut également utiliser les informations des dossiers précédents. Rien ne nous empêche. Voilà. Le sujet qu'on va traiter est le suivant. Le marché monétaire marocain souffre d'une sous-liquidité chronique qui ne cesse de s'aggraver. C'est pourquoi Banque El Maghreb intensifie ses interventions. Après avoir présenté les causes de la sous-liquidité bancaire, préciser les actions de politique monétaire menées par BAM. Donc la première phase, elle va consister à relire le sujet pour comprendre mieux ce qui est demandé. On va relire la première phrase. Le marché monétaire marocain souffre d'une sous-liquidité chronique. Lorsque je parle de marché monétaire, je parle de la confrontation entre offre et demande de liquidité. L'offre, c'est la capacité de financement de certains agents économiques et la demande, c'est le besoin de financement de certains agents économiques. Ce marché, il souffre d'une sous-liquidité. Donc, il y a un déficit de liquidité, c'est-à-dire que le besoin de financement, il dépasse de loin les capacités de financement des agents économiques. Ce besoin ou ce déficit, il est chronique, c'est-à-dire qu'il dure depuis un certain moment et il ne cesse de s'aggraver. Donc ce problème, il devient de plus en plus intense. Passons maintenant à la deuxième partie. C'est pourquoi Banque El Maghreb intensifie ses interventions. Banque El Maghreb, c'est la banque centrale marocaine. Elle intensifie ses interventions, c'est-à-dire elle agit à travers plusieurs instruments pour essayer de remédier au problème du déficit de liquidité. Ces éléments-là, ces actions ou ces instruments de Banque El Maghreb, on les a déjà vus dans le cours. Donc, on peut les noter dans notre brouillon pour le développement. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est l'open market, la réserve de change, le taux directeur, les prêts garantis, etc. La deuxième partie du sujet, du libellé du sujet, c'est après avoir présenté les causes de la sous-liquidité bancaire, préciser les actions de politique monétaire menées par BAM. Donc là, c'est le plan que nous suggère le libellé. Donc ici, c'est pas la peine de rechercher un plan, il est déjà proposé ici. Donc dans une première partie, on va présenter les causes de sous-liquidité bancaire et dans une deuxième partie, on va préciser les actions menées par BAM pour pouvoir remédier à ce problème. Donc maintenant, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, elle va consister en la lecture des documents pour voir quelles sont les informations qu'on va pouvoir exploiter dans la réponse à la problématique qui est le problème de sous-liquidité qui s'aggrave de jour en jour. D'accord? Et comment on va faire pour remédier à ce problème. Donc, on lit les documents, on relève les informations et on les note dans le brouillon. Par la suite, on va passer à la phase de l'introduction. Comme vous le voyez ici, j'ai noté avec différentes couleurs les 4 parties de l'introduction. L'accroche, la définition des termes, la problématique et l'annonce du plan. Donc, je vous ai proposé l'introduction suivante. Pour l'accroche, donc ici, je mets l'accroche et la définition. Parfois, on peut commencer par la définition et par la suite l'accroche, d'accord? C'est pas un problème. Donc, l'introduction que j'ai proposée est la suivante. En 2012, le déficit de liquidité du marché, c'est-à-dire du compartiment du marché des capitaux où se rencontrent capacité et besoin de financement à court et moyen terme, a atteint un chiffre record de 70 milliards de dirhams, ce qui a poussé Banque El Maghreb à agir avec plus d'intensité via plusieurs instruments. Donc ce chiffre que j'ai utilisé pour illustrer le problème de sous-liquidité, je l'ai pris d'un des documents, donc le document 8 je pense. La problématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est écrite sous forme de question.
Donc ici, je l'ai rédigé de la manière suivante. Quelles sont donc les causes de cette sous-liquidité bancaire et comment BAM est intervenu pour l'atténuer. Il s'ensuit l'annonce du plan. Donc, pour répondre à ces questions, nous allons tout d'abord présenter les causes du déficit de liquidité bancaire pour ensuite préciser les actions de politique monétaire menées par BAM pour y remédier. Donc, je vous propose, vous, lorsque vous voulez rédiger une introduction dans le brouillon, de diviser un cadre en 4 parties pour n'oublier aucune des sous-parties qui représentent l'introduction. Passons maintenant au développement. Ici, je l'ai écrit juste pour vous guider. Nous, on n'écrit pas dans la feuille de l'examen introduction, développement, conclusion. Non, on écrit les titres, oui, mais ces autres éléments, donc normalement, ils sont compris à travers la structure du texte qu'on a écrit. On peut laisser par exemple une ligne entre introduction et développement, laisser la linéa, donc pour faire comprendre au correcteur que on est passé d'une partie à une autre. D'accord? Donc pour le développement, on commence par rédiger le titre, donc les causes de la sous-liquidité. Et par la suite, on commence à dresser un tableau de ces causes. Je vous propose le paragraphe suivant. Donc, la sous-liquidité persiste sur le marché monétaire depuis 2007 et s'aggrave d'année en année. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. Donc, on essaie d'utiliser les connecteurs logiques pour montrer au correcteur qu'on est passé d'une cause à une autre. Donc, je commence par tout d'abord. Tout d'abord, on peut citer la baisse des capacités de financement avec la diminution de la collecte de l'épargne. Puis, donc, on va présenter la deuxième cause. Puis, la baisse des contreparties de la masse monétaire avec la décélération des avoirs extérieurs nets. Du fait de l'aggravation du déficit commercial et du recul des recettes de voyage et de transfert. D'un autre côté, donc voilà la troisième cause, on peut citer la pression sur la liquidité du marché monétaire exercée par le recours de l'État à l'emprunt intérieur pour financer ses dépenses, ce qui est l'effet d'édiction. Sans négliger, donc ça marque le passage vers une autre cause, l'augmentation des besoins financiers des banques pour financer l'économie. J'ai terminé avec les causes. Donc normalement, on doit faire le maximum possible. Pourquoi? Parce que la note parfois, elle peut se contenter juste de 2 causes, parfois de 3, parfois de 4. Donc nous, on ne sait pas. Si c'est pas écrit clairement dans le libellé du sujet, donc on doit faire le maximum. D'accord? Mais le maximum dont on est sûr. Il faut éviter d'écrire des erreurs. Par la suite, après avoir rédigé mon petit paragraphe, donc j'écris une petite phrase qui va annoncer la deuxième partie, qui est la transition. C'est pourquoi BAM a manipulé plusieurs instruments afin de soulager la sous-liquidité. On va passer maintenant à la deuxième partie. Donc je commence par rédiger le titre. D'accord? La rédaction du titre, elle est importante. Les actions de la politique monétaire. 2 points, je passe à la ligne et je commence à rédiger mon paragraphe. Donc ici, les actions, je les connais déjà à travers le cours que j'ai appris. J'essaie de relever les causes les actions les plus importantes qui ont été citées dans les documents, ainsi que leur illustration pour montrer que j'ai employé le document. Le paragraphe que j'ai écrit est le suivant. Pour soulager l'assèchement de la liquidité, c'est-à-dire la baisse de la liquidité, Banque El Maghrib intensifie ses interventions sur le marché monétaire via diverses actions, dont, donc je cite la première action, c'est les avances à 7 jours qui ont avoisiné les 59 milliards de dirhams en novembre contre 57 milliards de dirhams en octobre 2012. Donc c'est une information que j'ai retirée du document. Auquel s'ajoute, donc je passe maintenant à la deuxième action, les avances à 24 heures. Aussi bien que, donc la troisième cause, ou plutôt la troisième action,
la pension livrée à 3 mois avec un montant de 10 milliards de dirhams en date du 22 novembre. De même, la Banque centrale, donc je suis passé maintenant à la quatrième action. La Banque centrale a abaissé le taux de la réserve monétaire de 2 points pour se situer à 4% à partir du 26 septembre 2012 afin d'agir directement sur la liquidité des banques. Le taux directeur est par contre resté inchangé, se situant à 3%. Voilà, donc j'ai présenté les principales actions menées par BAM dans le cadre de sa politique monétaire. Voilà, donc on passe maintenant à la dernière étape qui est la conclusion. Donc, je n'écris pas conclusion, je peux écrire pour conclure par exemple. D'accord? C'est pas obligatoire, mais je peux l'utiliser juste pour marquer le passage entre le développement ou le passage du développement à la conclusion. Donc, pour conclure, certes, les actions de la politique monétaire permettent d'atténuer la sous-liquidité du marché monétaire, mais des facteurs économiques aggravent la sous-liquidité, notamment la faiblesse de l'épargne, le déficit extérieur, ce qui nécessite des actions autres que monétaires. Donc tous ces éléments-là, je les ai détaillés dans le développement. D'accord? J'ai terminé ma conclusion par un jugement. C'est le fait que les mesures qui ont été adoptées par BAM n'étaient pas suffisantes. Donc, je peux l'écrire. Donc, je peux écrire que les mesures menées par BAM n'ont pas été suffisantes. Donc, ça nécessite normalement d'autres actions autres que les actions monétaires. Voilà, on a terminé. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine pour d'autres exercices sur la question de synthèse.